Permettez-moi tout d'abord de remercier les membres du comité d'organisation d'avoir bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour animer cette conférence sur l'hépatite virale B. C'est un grand honneur pour moi. Alors, des chiffres pour commencer. L'hépatite virale B concerne aujourd'hui 278 millions de personnes à travers le monde et elle est responsable de près d'1 million de décès annuels. C'est 2 fois plus le nombre de décès liés au paludisme. Comme vous pouvez le voir ici, la répartition de l'infection est très hétérogène puisque 68% des sujets vivent en Afrique subsaharienne et en Asie-Pacifique. Dans ces régions, des taux de prévalence peuvent atteindre parfois 20% comme au Soudan du Sud. Selon les dernières estimations de l'OMS, le virus de l'hépatite B est responsable de 70% des décès liés aux hépatites virales. Et naturellement, c'est les zones de forte prévalence qui en payent le plus lourd tribut, ici, l'Afrique subsaharienne, la région Asie-Pacifique. Dans ces régions, les taux de létalité peuvent atteindre 30 pour 100 000 habitants. Mais le constat aujourd'hui le plus inquiétant, c'est l'augmentation du nombre de décès liés aux hépatites virales, tandis que les décès liés à la tuberculose, au VIH et au paludisme baissent grâce à des programmes de lutte efficaces. Donc, devant ce constat, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place une stratégie d'élimination de l'hépatite virale B comme problème de santé publique vers l'horizon 2030. Pour atteindre ces objectifs, il faut arriver à réduire l'incidence de 90% des cas et réduire la mortalité de 75%. Et ces objectifs sont ambitieux, il faut le reconnaître, mais nécessitent des interventions de fort impact qui seront basées sur la prévention et sur le diagnostic et le traitement des patients infectés. La vaccination est la pierre angulaire de la lutte contre le virus de l'hépatite virale B. La vaccination universelle des enfants et des nourrissons et celle des sujets à risque est recommandée par l'OMS depuis 1991. Et puis plus récemment, en 2009, il a été recommandé de commencer la vaccination dans les 24 heures qui suivent la naissance. Alors, l'efficacité de la vaccination contre l'hépatite B est incontestable. Aujourd'hui, les résultats sont visibles dans les régions de grande, forte endémie qui ont su instaurer tôt un programme efficace de vaccination. Là, vous avez l'exemple de l'Alaska, où, après plus de 2 décennies de programmes de vaccination et de rattrapage des adolescents, on a noté une baisse drastique de l'incidence des hépatites aiguës chez les enfants, mais également de la prévalence du portage chronique de l'antigène HBs et de l'incidence du carcinome hépatocellulaire chez les sujets de moins de 20 ans. Mais l'Alaska est loin d'être une exception. Les résultats sont spectaculaires dans tous les pays qui ont su instaurer un programme efficace de vaccination, notamment dans les pays d'Asie, mais également en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Gambie. Voilà un aperçu de la couverture vaccinale des 3 doses dans le monde en 2015. 95% des pays membres de l'OMS ont adopté les recommandations universelles de vaccination. On voit que la couverture est acceptable. Dans la plupart des pays, le taux de couverture avoisine 80% ou est supérieur à 80%, mais il y a quelques poches où le taux de couverture est insuffisant, inférieur à 50%, donc il y a encore des efforts à faire. Là, on observe une progression fulgurante de la couverture vaccinale des 3 doses dans le monde. Elle est passée de 1% en 1990 à 84% en 2015, et ceci, c'est grâce à l'apport du Gavi. Et le résultat en est une chute de la prévalence chez les enfants, mais également plus de 4 millions de décès prévenus. Mais beaucoup d'efforts restent encore à faire, parce que vous voyez qu'ici, en Afrique, la couverture est insuffisante. Elle est seulement de 77%. Elle est également insuffisante dans les régions européennes et dans l'est de la Méditerranée, puisque le taux de couverture
les taux de couverture sont inférieurs au taux global qui est de 84%. Par contre, la couverture de la dose de naissance est faible, elle est seulement de 39%, mais le plus inquiétant, c'est les taux de couverture dans les zones de forte prévalence. 10% seulement en Afrique, 20% dans l'est de la Méditerranée et 30% dans le sud-est asiatique. Donc, beaucoup d'efforts restent à faire sur la couverture de la dose de naissance. Alors, quelle est la couverture vaccinale des groupes à risque? Là, les données sont parcellaires, mais on voit bien qu'en dehors des professionnels de santé qui sont correctement vaccinés, 93% c'est le taux de couverture des 3 doses au Royaume-Uni. En France, les taux de couverture sont autour de 90%. Les autres sujets à risque sont très mal vaccinés. Alors, au vu de tout ça, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les défis de la vaccination aujourd'hui? En Afrique, il faut améliorer la couverture des 3 doses. Comme vous le savez, en Afrique, la transmission horizontale est le mode de transmission le plus répandu. Or, nous venons de le voir tout à l'heure, seuls 77% des enfants reçoivent correctement les 3 doses vaccinales. Donc, 23% des enfants sont exposés à une contamination en bas âge. Mais le schéma vaccinal le plus utilisé étant le pentavalent administré à partir de la 6e semaine, même les 77% qui sont correctement vaccinés pour ces 3 doses sont exposés pendant les 6 premières semaines de vie. Donc, il y a un intérêt pour ces enfants à instaurer la dose de naissance pour les protéger avant le démarrage du vaccin pentavalent. Malheureusement, en 2016, seuls 9 pays sur les 47 pays membres de l'OMS avaient instauré cette vaccination à la naissance. Alors, les défis en Asie du Sud-Est, vous voyez qu'en Asie du Sud-Est, le risque de transmission mère-enfant est beaucoup plus élevé qu'en Afrique. Il est de 40%. Mais la transmission horizontale également est importante. Donc, il y a un intérêt à améliorer la couverture des 3 doses, mais également améliorer la couverture de la dose de naissance, qui n'est que de 30%, comme nous venons de le voir tout de suite. Et donc, beaucoup d'enfants sont exposés à une infection périnatale par des mères. Il y a une forte population en Asie, en activité de femmes, en activité de procréer, qui sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B, en forte réplication virale. Alors, dans les pays de faible prévalence, le mode de contamination est différent. L'hépatite B atteint des adolescents et des adultes qui ont des comportements à risque. Et le problème dans ces pays, beaucoup de pays du nord de l'Europe n'ont pas instauré la vaccination universelle des enfants. Ils ont opté pour une vaccination sélective des sujets à risque. Nous venons de voir tout à l'heure que les sujets à risque sont mal vaccinés dans ces zones de faible prévalence. Donc, le défi pour ces zones de faible prévalence, maintenant, c'est d'adapter les pratiques de vaccination aux recommandations. Il faut qu'ils vaccinent correctement les sujets à risque, mais également, il faut qu'ils instaurent la vaccination universelle des enfants qui devrait commencer dès la naissance. Au vu de tout ceci, nous pouvons dire que les défis d'une bonne couverture vaccinale, c'est basé sur une politique vaccinale optimale qui commence dès la naissance. Il faut un engagement des États pour assurer un financement continu, sans quoi les doses de vaccins ne seront pas disponibles, mais c'est loin de suffire. La disponibilité des vaccins est loin de suffire. Il faut également que les populations et les professionnels de santé soient conscients de l'intérêt d'être vaccinés contre le virus de l'hépatite B. Mais il faut surtout encourager les naissances en structures sanitaires, parce que c'est les naissances à domicile qui compromettent sérieusement l'administration de la dose de naissance. La prévention de la transmission mère-enfant est la deuxième intervention dans cette stratégie d'élimination en 2030. La prévention mère-enfant est fondamentale pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le risque d'évolution de l'infection virale B vers la chronicité est inversement proportionnel à l'âge de survenue de l'infection. Vous voyez bien ici que les enfants qui sont contaminés à la naissance
vont développer une infection chronique dans 90% des cas. Tandis que ceux qui seront contaminés plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, ont un risque très faible de développer une maladie chronique. Ce risque est évalué à 10%. La deuxième raison, c'est que les enfants contaminés à la naissance vont être une source importante de transmission horizontale de l'infection en intrafamilial, mais également dans les collectivités. En plus, les enfants contaminés à la naissance ont un risque plus élevé de développer une maladie sévère, notamment une cirrhose, un carcinome hépatocellulaire et d'évoluer vers le décès. Le risque de transmission mère-enfant très élevé chez les femmes antigènes HbE vivant surtout en Asie, comme nous venons de le voir tout à l'heure, est considérablement réduit par l'association de 2 mesures préventives, mais pas totalement annulées. Donc, ces femmes qui présentent un risque élevé de transmission du virus à leur bébé ont tout intérêt à recevoir un traitement préventif pour réduire encore le risque de transmission. Ce risque de transmission semble beaucoup plus faible en Afrique subsaharienne et il est totalement annulé par la vaccination commencée dès la naissance. Mais il faut faire attention à ne pas trop le minimiser, parce que vous savez qu'il y a une forte population de sujets vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. 70% des PV-VIH vivent en Afrique subsaharienne et la co-infection VIH-VHB augmente le risque de transmission mère-enfant. Pourquoi? Parce que le risque de séroréversion HbE est multiplié par un facteur 2 et le risque de réplication virale est multiplié par un facteur 3, ce qui augmente le risque de transmission mère-enfant par 2,5, ce qui justifie un double dépistage des femmes enceintes au VIH et au VHB. Au vu de tout ceci, nous pouvons dire que les défis de la transmission périnatale, c'est une bonne politique vaccinale et un programme de prévention de la transmission mère-enfant. L'exemple typique, c'est la Chine. La Chine y est arrivée avec 3 décennies de politique vaccinale, incluant la dose de naissance avec un rattrapage des adolescents et un programme de transmission mère-enfant qui est instauré. Et les résultats en 2014 sont incontestables. Le taux de portage chronique, c'est les enfants de 0 à 5 ans, est de 0,3%. Le défi, c'est également un meilleur dépistage des femmes enceintes au VHB. Or, l'expérience a montré que le dépistage du VHB chez les femmes enceintes est négligé, et ceci surtout dans les zones de forte prévalence. Vous voyez ici, en Asie du Sud-Est, moins d'une femme sur 2 est dépistée au VHB pendant la grossesse, et dans le Pacifique Ouest, c'est moins d'une femme sur 3 qui est dépistée au VHB pendant la grossesse. En Afrique, il n'y a aucune donnée. Ça veut dire que cette pratique n'est tout simplement pas répandue en Afrique. Le défi, c'est également un renforcement des mesures préventives. Or, les mesures préventives ne seront renforcées que lorsque les femmes seront dépistées et correctement évaluées. Ça permettra de mettre ces femmes qui présentent un risque élevé de transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B au traitement par tenofovir, qui a démontré son efficacité dans cette indication. Cette étude qui a randomisé 200 femmes enceintes en 2 bras, un bras avec tenofovir et un bras sans tenofovir. Les résultats sont nets. Dans le bras avec tenofovir, il y a 0% de transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B, alors que dans le bras sans tenofovir, le taux de transmission était de 7%. Alors, là, la troisième intervention dans la stratégie d'élimination en 2030, c'est le dépistage et l'accès aux soins des patients infectés. Le dépistage est une intervention qui est complémentaire de la vaccination, recommandée par l'OMS, parce qu'il permet d'identifier les sujets infectés. Selon les estimations de l'OMS, tout le monde le sait, 9% seulement des sujets infectés sont conscients de leur infection. Et donc, il faut rattraper le gap. Pour atteindre les objectifs de l'OMS, qui sont de 90% de sujets à dépister, il faut en dépister 81% de plus.
L'identification de ces patients va améliorer forcément l'accès aux soins. Parce que beaucoup de patients aujourd'hui ne sont pas traités parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont malades. Donc les dépister, c'est de leur permettre d'accéder aux soins et de diminuer donc la mortalité. Mais il y a beaucoup de points qui ne sont pas encore éclaircis. Quel est le nombre de sujets entrés en soins? Quel est le nombre de sujets en réponse virale soutenue? Il n'y a pas suffisamment de données sur ces points. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations de dépistage en 2016 qui concernent tous les sujets vivant dans une zone de prévalence au moins égale à 2%. Donc, c'est toute l'Afrique et toute l'Asie qu'il faudra dépister. C'est immense, c'est des milliards d'individus à dépister. Mais on voit ici que tous les continents, à des degrés différents, sont concernés par ce dépistage de masse. Dans les zones de faible prévalence, le dépistage sera plutôt ciblé, visant les groupes à risque. Alors, le dépistage n'est utile que si les sujets dépistés accèdent aux soins. L'évaluation des malades est fondamentale parce qu'elle permet de préciser le stade évolutif de la maladie, mais également, elle permet de guider les choix thérapeutiques. Or, cette évaluation a un coût, parfois prohibitif. Et c'est ce coût souvent qui limite l'accès aux soins à beaucoup de malades qui sont sans couverture maladie ou qui vivent dans des pays à ressources limitées. Et ça, il faut que ça change pour qu'on puisse gagner la bataille d'élimination en 2030. Alors, le traitement de l'hépatite virale B a connu ces dernières années des progrès énormes en termes d'efficacité sur la réplication virale, d'efficacité sur la fibrose, mais d'efficacité également sur l'évolution vers les maladies graves comme la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, mais surtout en termes de tolérance, avec le tenofovir et surtout avec le dernier né, le TAF, qui a une tolérance extraordinaire. Mais le problème, à ce jour, il est où? Aucune de ces molécules ne peut éradiquer le virus de l'hépatite B. Donc, pour gagner la bataille également, il faut intensifier la recherche pour arriver à éradiquer le virus de l'hépatite B, comme c'est le cas aujourd'hui pour le virus de l'hépatite C. En plus, seul le PEC interféron a une indication du traitement de la co-infection VHB, VH-delta. Et vous savez que les résultats sont médiocres. Les résultats du traitement du delta sont médiocres. Et là également, c'est un grand défi de trouver des molécules efficaces sur le delta. Mais pour que ça change, il faut qu'une meilleure répartition des ressources allouées à la recherche sur les grandes endémies. Il y a une disproportion extraordinaire sur l'allocation des ressources allouées à la recherche sur les grandes endémies. Et ça persiste encore. En 2018, les ressources allouées à la recherche sur le sida sont 66 fois plus élevées que les ressources allouées à la recherche sur le virus de l'hépatite B. Donc, il faut que ça change, qu'il y ait une meilleure répartition des ressources allouées à la recherche des grandes endémies pour que la bataille d'élimination de l'hépatite virale B puisse être gagnée. En zone de forte prévalence d'hépatite virale B, beaucoup de facteurs limitent l'accès aux soins, mais également le maintien en soins. J'aimerais seulement en souligner 3 points. Le premier point, c'est l'absence de programmes nationaux de dépistage gratuits. Pour le VIH, c'est ça qui a changé la donne. Il faut un engagement fort des États pour mettre en place des programmes de dépistage gratuits et décentralisés du virus de l'hépatite B pour pouvoir gagner la bataille d'élimination en 2030. Le deuxième point, c'est le coût prohibitif des outils diagnostiques et d'exploration, mais surtout leur inaccessibilité. Ces outils sont souvent centralisés dans les grandes capitales régionales. Dans les régions éloignées, aucune possibilité de faire une exploration complète de ces malades. Donc, il faut également
qu'on essaie de décentraliser ces outils et de les rendre accessibles pour gagner la bataille d'élimination. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est lié à l'information des patients. Les patients ont droit à l'information, mais surtout à la bonne information. Or, ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de malades dépistés au virus de l'hépatite B, dépistés positifs, en tout cas en Afrique, ne sont tout simplement informés du résultat de leur test. Et ceux qui ont la chance d'être informés ne sont pas informés des possibilités thérapeutiques. Ils reçoivent des messages du genre il vaut mieux aller voir le praticien à côté parce que les médecins ne savent pas soigner ça. Ou bien, oh, c'est rien de grave ça, il faut faire un régime d'exclusion des graisses et tout ira bien. Et ça, malheureusement, c'est des professionnels de santé qui délivrent ces genres de messages. Donc, ça aussi, il faut que ça change. Il faut que les professionnels de santé soient éduqués sur les messages à délivrer aux patients dépistés positifs au virus de l'hépatite B. Mais l'espoir est permis aujourd'hui grâce à l'étude Prolifica qui a démontré la faisabilité et l'acceptabilité du dépistage de masse en zone de forte prévalence, notamment en Gambie, en Afrique de l'Ouest, en utilisant des tests diagnostiques qui sont rapides, simples, à coût accessible et en utilisant une information claire et simple délivrée aux sujets à dépister. Le dépistage et l'accès aux soins n'est pas seulement problématique dans les pays à ressources faibles. Il est également problématique dans les pays à ressources élevées. Ça, c'est un exemple aux États-Unis. Cette revue montre que 30% seulement des patients infectés aux États-Unis sont conscients de leur maladie, c'est-à-dire sont dépistés aujourd'hui. Et seulement 10 à 15% des malades dépistés, éligibles au traitement, reçoivent au traitement. L'Europe également, il y a des problèmes de dépistage et d'accès au traitement. Cette étude qui a inclus 1267 patients dans 5 pays européens montre que moins de la moitié des patients potentiellement éligibles sont traités. Donc, en fait, l'accès au traitement, ce n'est pas seulement un problème de pauvreté, mais c'est également un problème d'ignorance des professionnels de santé. Et là, c'est l'exemple typique des malades qui sont suivis pendant 2 ans, qui sont éligibles au traitement, à qui les médecins n'ont rien proposé parce qu'en fait, ils ne travaillent pas avec les guidelines. Donc, ça aussi, c'est un point à corriger, l'amélioration des professionnels de santé pour améliorer l'accès au traitement des patients. Il vous reste 5 minutes. Donc, au vu de tout ceci, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les défis du dépistage et de l'accès aux soins dans les pays de forte prévalence et à ressources limitées? C'est l'instauration de programmes de dépistage gratuits, c'est la décentralisation des soins et des outils diagnostiques et thérapeutiques, mais c'est également l'amélioration des connaissances des professionnels de santé, l'éducation des populations et surtout lutter contre la discrimination, ça j'en avais pas suffisamment parlé, et la stigmatisation qui est réelle sur le terrain. Ceci ne sera possible que si tous les professionnels de santé sont impliqués. Nous venons de le voir, il y a des milliards d'individus à dépister. Donc le dépistage ne peut pas aujourd'hui être réservé aux praticiens. Il faut décentraliser aux paramédicaux. Maintenant, l'exploration et le traitement, puisqu'il s'agira de beaucoup moins de monde à explorer, à traiter, peut être réservé aux praticiens, mais à tous les praticiens, pas seulement aux hépatologues et aux infectiologues, doit être décentralisé à tous les praticiens. Le préalable, c'est que ces praticiens doivent être formés. Et les outils diagnostiques et thérapeutiques doivent être décentralisés, disponibles partout où la prise en charge se fait. Il faut aussi un traitement accessible et disponible. Ça, c'est une enquête qui a été menée dans des pays d'Afrique francophone qui montre qu'il y a des pays qui ont su instaurer des programmes d'accès du traitement, au moins pour la lamivudine ou le tenofovir, avec des génériques à coût réduit, 4 €
par mois pour le tenofovir et 2 € par mois de traitement pour la lamivudine. Sinon, les autres molécules, les coûts restent extrêmement prohibitifs. Les défis du dépistage et de l'accès aux soins en zone de faible prévalence à ressources limitées, c'est surtout élaborer des recommandations de dépistage adaptées au contexte, mais améliorer le dépistage des sujets à risque et rendre accessibles les systèmes de remboursement aux populations vulnérables et à risque. Il faut également, nous venons de le voir tout à l'heure, améliorer les connaissances des patients sur le VHB, mais renforcer les capacités des médecins à travailler avec les guidelines de traitement pour inclure plus de patients dans le traitement. Il y a d'autres défis très rapidement que j'aimerais souligner. Il faut éliminer tous les modes de transmission, que ce soit les transmissions sexuelles, les transmissions liées à l'usage de drogue, les transmissions nosocomiales et les transmissions liées aux pratiques culturelles. Il faut également une promotion de la recherche sur le VHB, aussi bien dans les pays à ressources limitées, mais également dans les pays à ressources élevées. Et ça ne se fera pas tant que la répartition des ressources financières ne sera pas mieux faite. C'est une meilleure répartition des ressources financières qui permettront d'améliorer les données sur le terrain et d'organiser la planification des stratégies de lutte. En conclusion, Monsieur le Président, je dirais tout simplement que l'hépatite virale B est une maladie longtemps négligée. Et aujourd'hui, l'ampleur de la pandémie nécessite la mobilisation de tous pour relever ce grand défi mondial. Et les impératifs pour l'élimination en 2030 sont une meilleure répartition des financements alloués aux grandes endémies, l'utilisation optimale des moyens de prévention comme la vaccination, la décentralisation et l'accessibilité du diagnostic et du traitement, mais également l'amélioration des connaissances des professionnels de santé et l'éducation des populations. Je vous remercie. Merci vraiment, professeur Fall. Nous avons reçu là un topo brillant sur l'évolution et sur la prise en charge nécessaire pour les hépatites. Ça cadre parfaitement dans l'appel de Bordeaux. On a tous les éléments cadres là qui sont présentés. Maintenant, nous allons accueillir le professeur Poignard, qui est un médecin-chercheur de Grenoble, qui va nous faire le point sur prévention et traité, état des lieux sur les vaccins et les anticorps anti-HIV. Accueillez ce professeur. Et les gens qui sont derrière, il y a de la place devant. Il y a encore beaucoup de gens qui sont debout. Venez, approchez-vous.